L'hiver de 1988 s'installe sur Misato, une banlieue tranquille de Tokyo, avec une morsure glaciale qui semble s'infiltrer au-delà des eaux, jusque dans l'âme de la ville. Les rues, bordées de maisons modestes, se vident rapidement à la tombée de la nuit, laissant place à un silence pesant, seulement troublé par le sifflement du vent. C'est dans ce décor de normalité presque forcée, sous le voile d'une paix suburbaine, que l'inimaginable a pris racine. Quelque part dans un terrain vague, à l'abri des regards indiscrets, repose un fût métallique, lourd et anonyme. Il ne contient pas de déchets industriels ni de débris de construction. À l'intérieur, scellé dans une épaisse couche de ciment, se trouve le secret le plus sombre du Japon. Une histoire d'horreur qui attend patiemment son heure pour être exhumée. Le froid de l'hiver n'est rien comparé à la froideur contenue dans ce cylindre de métal. Un mausolée improvisé pour une jeunesse volée. La découverte n'est pas le fruit d'une enquête méticuleuse, mais d'un hasard cruel, d'une confession chuchotée dans une salle d'interrogatoire pour un crime sans rapport. Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, l'air est lourd d'une tension palpable. Le fût est rouillé, sale, un objet banal qui cache une profanation. Le bruit assourdissant des marteaux brisant le béton résonne comme un glas funèbre, chaque coup faisant voler des éclats de poussière grise qui se mêlent à la buée glaciale de leur souffle. Puis, l'odeur, une puanteur douceâtre et putride qui s'échappe des fissures, un parfum de mort qui contamine l'atmosphère. À mesure que le ciment cède, une forme humaine commence à se dessiner, une silhouette tordue et brisée. Ce n'est pas la découverte d'un corps, c'est la mise au jour d'un témoignage silencieux, celui de 44 jours de pure agonie gravés dans la chair et le béton. Ce qui est sorti de ce fût n'était pas seulement la dépouille de Junko Furuta, une lycéenne de 17 ans au sourire éclatant et aux rêves d'avenir. C'était la preuve tangible d'une descente aux enfers, une chronologie de la cruauté orchestrée par 4 adolescents dans le sanctuaire d'un foyer familial. Pendant 44 jours, tandis que le monde extérieur continuait sa routine imperturbable, une vie était systématiquement démantelée, pièce par pièce, dans une chambre ordinaire transformée en antichambre de l'enfer. L'histoire de Junko n'est pas simplement celle d'un meurtre, c'est le récit d'une captivité où chaque lever de soleil apportait une nouvelle forme de torture, une nouvelle raison de perdre espoir. C'est une exploration choquante des recoins les plus sombres de la psyché humaine et le miroir d'une société qui a collectivement échoué à protéger l'un de ses enfants. Hiroshi Miyano, à 18 ans, était l'incarnation d'un paradoxe terrifiant. Un jeune homme à peine sorti de l'adolescence, mais doté d'une capacité à la cruauté qui dépassait l'entendement. En décrochage scolaire, il aspirait à la reconnaissance au sein des bas-fonds de la société, se proclamant Chinpira, un membre de bas rang des Yakuza. Cette affiliation, plus fantasmée que réelle, était son principal outil de pouvoir. Un bouclier pour masquer ses profondes insécurités. Une évaluation psychologique menée lors de son procès a révélé des difficultés d'apprentissage ayant entravé son développement émotionnel, le laissant piégé dans une immaturité narcissique et violente. Il n'était pas un cerveau criminel, mais un leader tyrannique dont l'autorité reposait sur la peur qu'il inspirait. Son besoin de domination était insatiable, une faim qui ne pouvait être apaisée que par la destruction et l'humiliation complète d'autrui, transformant ses disciples en extension de sa propre noirceur. Autour de Miyano gravitaient Joe Ogura, Shinji Minato et Yasushi Watanabe, âgés de 16 à 17 ans. Ils n'étaient pas de simples complices, mais des disciples absorbés par son charisme toxique. Tous étaient des délinquants juvéniles, des âmes perdues issues de foyers dysfonctionnels et marqués par l'échec scolaire. Dans la sous-culture des gangs, ils avaient à trouver ce que la société conventionnelle leur refusait. Un sentiment d'identité, de fraternité et surtout de pouvoir. Pour eux, la violence n'était pas seulement un exutoire, mais un langage, le seul moyen qu'ils connaissaient pour affirmer leur existence dans un monde qui les avait marginalisés. La maison de la famille de Shinji Minato, un pavillon de banlieue en apparence banale, est devenu leur royaume et la scène de leur brutalité. Sous le regard de Miyano, leurs individualités se sont effacées pour fusionner en une entité collective et monstrueuse, chacun alimentant la cruauté de l'autre dans une spirale de déshumanisation.
Junko Furuta, elle, était tout ce qu'il n'était maintenant pas, un concentré de vie et de promesses. À 17 ans, elle naviguait dans les dernières années du lycée, avec une joie de vivre contagieuse. Ses amis et professeurs la décrivaient comme une jeune fille solaire, toujours prête à rire, travailleuse et appréciée de tous. Elle jonglait entre ses études et un emploi à temps partiel, économisant méticuleusement son argent non pas pour des futilités, mais pour financer son voyage de fin d'études, une porte ouverte sur l'avenir. Dans le secret de sa chambre, elle nourrissait un rêve plus grand encore, devenir une idole, une chanteuse pop adulée. Sa vie était une mélodie pleine d'espoir, une partition de notes légères et de refrains optimistes. C'est cette mélodie que ses ravisseurs ont cherché à détruire, note par note, jour après jour, comme pour anéantir une lumière qu'ils ne pourraient jamais posséder eux-mêmes. Au cœur de cette tragédie se trouve une énigme silencieuse et glaçante. Les parents de Shinji Minato, ils savaient qu'une jeune fille était retenue captive sous leur propre toit. Pourtant, ils n'ont rien fait. Leur inaction est une composante essentielle de l'horreur, un abîme de complicité passive. Étaient-ils de simples spectateurs paralysés par la peur de leur propre fils, un adolescent qu'ils ne contrôlaient de plus et qui avait transformé leur foyer en territoire ennemi? Ou leur silence était-il teinté d'une forme de déni volontaire, un choix conscient de fermer les yeux pour préserver une façade de normalité? La maison des Minato n'était plus un sanctuaire familial, mais une zone de non-droit où la peur avait dissous toute autorité parentale et toute responsabilité morale. Junko n'était pas leur seule prisonnière. Ils l'étaient aussi, enfermés dans une cage de terreur et de honte dont ils ne se sont jamais échappés. Comprendre ce qui a transformé ces adolescents en bourreaux ne revient pas à leur pardonner, mais à regarder en face les failles d'une société. Hiroshi Miyano, Jo Ogura, Shinji Minato et Yasushi Watanabe étaient les produits d'un système défaillant. Leur parcours était jalonné de signaux d'alarme ignorés. Difficultés scolaires, foyers instables, absence de repères, l'attrait pour la culture des gangs et l'image des yakuza leur a offert une structure et un sentiment d'appartenance pervertis, comblant le vide laissé par la famille et l'école. La violence est devenue leur unique mode d'expression, une façon de hurler leur existence au visage d'un monde qui ne les écoutait pas. Leur crime n'est pas né ex nihilo. Il a germé dans le terreau fertile de la négligence sociale et de l'indifférence collective, un rappel brutal que les monstres sont rarement nés ainsi. Le plus souvent, ils sont fabriqués, pièce par pièce, dans l'ombre de notre apathie. Le 25 novembre 1988 est une date gravée dans la glace. Pour Junko Furuta, cette soirée devait être comme toutes les autres. Le trajet à vélo pour rentrer de son travail à temps partiel était une routine familière. Le froid piquant de l'air nocturne, un simple désagrément avant la chaleur du foyer. Mais ce soir-là, la normalité a été brutalement anéantie. Hiroshi Miyano et Shinji Minato ont surgi de l'ombre, non pas comme des monstres de contes de fées, mais comme des adolescents ordinaires, ce qui rendait l'agression d'autant plus surréaliste. En un instant, le son familier des pneus de son vélo sur l'asphalte a été remplacé par la violence de sa chute et la peur qui lui glaçait le sang. Elle n'a pas été simplement enlevée, son monde a été arraché de son axe, la plongeant sans préavis d'une existence insouciante dans les abysses d'un cauchemar dont elle ne se réveillerait jamais. Les premiers jours de sa captivité dans la maison de la famille Minato furent un brouillard de confusion et de terreur psychologique. La première étape du plan de ses ravisseurs consistait à l'isoler complètement du monde extérieur, à couper tous les liens qui auraient pu mener à elle. Ils l'ont forcée à appeler ses parents, à leur lire un script froid et distant, leur assurant qu'elle avait fugué et qu'elle était en sécurité. Cet appel téléphonique était une arme, transformant l'inquiétude de sa famille en une angoisse impuissante. Dans la maison, l'atmosphère était suffocante. À travers les minces cloisons, Junko pouvait entendre les bruits de la vie de famille, des conversations, le son de la télévision, une torture auditive qui soulignait son isolement absolu. L'espoir, fragile, persistait encore, la croyance erronée que cette épreuve terrible aurait une fin. Mais chaque heure qui passait effritait cette illusion, la remplaçant par la certitude glaciale de son emprisonnement. La violence, d'abord sporadique,
a rapidement muté en un rituel sadique et systématique. La fin du mois de novembre et le mois de décembre ont marqué une descente vertigineuse dans l'horreur. La maison des Minato est devenue un lieu de pèlerinage pour d'autres jeunes délinquants, des complices invités par Miyano à participer au supplice de Junko. Le cercle de ses tortionnaires s'est élargi, et avec lui, l'éventail des atrocités qu'elle a subies. Les viols collectifs, les passages à tabac et les tortures psychologiques sont devenus son quotidien. Pour ses ravisseurs, elle n'était déjà plus une personne, mais un objet, un réceptacle pour leur haine, leur ennui et leur frustration. Tandis que le Japon se préparait aux célébrations de fin d'année, avec ses lumières et ses chants, Junko vivait dans une obscurité quasi totale, un enfer privé où chaque jour était une nouvelle page d'un catalogue de la souffrance humaine, complètement coupé de la chaleur et de la lumière du monde extérieur. L'un des chapitres les plus glaçants de sa captivité fut la comédie macabre qu'on l'obligeait à jouer. Pour apaiser les soupçons naissants de ses parents, Shinji Minato forçait Junko à se présenter comme sa petite amie. Imaginez la scène. Junko, le visage tuméfié, les yeux éteints par la terreur, contrainte d'esquisser un sourire devant les parents de son bourreau. Ces moments étaient d'une tension insoutenable, un théâtre de l'absurde où chaque mot, chaque geste était dicté par la peur de représailles immédiates. Les parents de Minato, face à cette petite amie, visiblement blessée et effrayée, ont choisi le déni. Ils ont accepté la performance, se réfugiant derrière une façade de normalité pour ne pas avoir à affronter la monstrueuse vérité qui se jouait sous leur toit. Cette scène incarne la faillite morale absolue qui a permis à ce crime de perdurer. Une paralysie collective où la peur a étouffé l'instinct humain le plus élémentaire. Au début du mois de janvier 1989, après plus d'un mois de tortures incessantes, de malnutrition et de blessures internes graves, le corps de Junko a commencé à céder. Son esprit, lui, avait déjà atteint un point de rupture. C'est à ce moment, au sommet de la désolation, que se situe l'acte de reddition le plus tragique. Selon les témoignages ultérieurs des accusés, Junko, dans un souffle, les aurait suppliés de la tuer. Cette demande n'était pas un appel à la pitié, mais une quête de délivrance. La mort était devenue une perspective moins effrayante que le prochain lever de soleil, une évasion préférable à la continuation de sa douleur. Ce moment marque l'anéantissement total de l'espoir, l'instant où la victime elle-même reconnaît qu'il n'y a plus d'issue. C'est un murmure dévastateur qui expose la profondeur de son agonie, un souhait ultime et désespéré pour que le silence remplace enfin les cris. Le 4 janvier, la fin est arrivée, non pas par pitié, mais par une explosion de rage futile. Hiroshi Miyano, furieux d'avoir perdu une partie de Mahjong, a décidé de passer ses nerfs sur la seule personne qui ne pouvait plus se défendre. Ce dernier assaut ne fut pas un meurtre prémédité, mais l'apogée sauvage de 44 jours de brutalité débridée. Il a utilisé des haltères et de l'essence à briquet, déclenchant une agonie finale qui a duré près de 2 heures. La mort de Junko n'a pas été le but de cette attaque, mais sa conséquence inévitable. Pour Miyano et les autres, sa vie avait si peu de valeur que sa fin n'était qu'un dommage collatéral de leur propre colère. Cet acte final a scellé son destin, non pas comme le point culminant d'un plan, mais comme la conclusion logique et grotesque d'un jeu sadique qui avait finalement atteint ses limites. Une fois Junko morte, la panique a brièvement cédé la place à une logique froide et calculatrice. Le problème n'était plus une captive, mais un cadavre. Le lendemain, le 5 janvier, les 4 adolescents se sont attelés à la tâche macabre de faire disparaître les preuves de leur crime. Ils ont enveloppé son corps dans une couverture, l'ont placé dans un grand fût métallique de 200 litres et ont commencé à préparer du ciment. La scène est surréaliste. Des jeunes gens, dont les mains auraient dû être occupées par des livres ou des manettes de jeu, mélangeant de la poudre et de l'eau pour créer un tombeau. Il n'y avait aucun signe de remords dans leurs gestes, seulement une efficacité pragmatique. L'acte de la couler dans le béton était le point final de leur processus de déshumanisation, une tentative littérale de pétrifier leur secret, de s'assurer que sa voix et son histoire soient enterrées pour toujours sous des couches de silence et de pierre. La vérité n'a pas été révélée par une enquête brillante, mais par l'arrogance d'un criminel. Des semaines plus tard, au début du mois de mars 1989, Miyano et Ogura ont été arrêtés pour le viol collectif d'une autre jeune femme.
Durant l'interrogatoire, la police ignorait tout du meurtre de Junko Furuta. Les enquêteurs les pressaient de questions sur ce viol. Mais Miyano, persuadé à tort que son complice Ogura avait déjà tout avoué sur l'autre affaire pour obtenir une peine réduite, a décidé de prendre les devants. C'est alors qu'il a lâché la bombe, révélant non seulement le meurtre, mais aussi l'emplacement du fût. Les policiers, stupéfaits, ont assisté à la confession d'un crime dont ils n'avaient même pas connaissance. La découverte de Junko n'est donc pas le résultat de la justice, mais d'une incroyable coïncidence, un coup du sort qui a mis en lumière l'échec total des autorités à enquêter sur sa disparition. La tension dans la maison des Minato n'était pas seulement psychologique, elle était physique, acoustique. Elle résidait dans le craquement du plancher à l'étage, un son qui pouvait annoncer soit un parent ignorant, soit un tortionnaire approchant. La maison était scindée en deux univers parallèles, séparés par une simple porte. De l'autre côté du mur, le bruit rassurant de la vie quotidienne, le cliquetis des baguettes dans un bol de riz, les rires étouffés d'une émission de télévision, les pas des parents vacants à leurs occupations. Mais dans la chambre de Junko, ces sons étaient une forme de torture. Ils étaient le rappel constant d'un monde normal et inaccessible, un monde qui existait à quelques centimètres seulement de son enfer. Le silence, quand il survenait, était encore pire. C'était un silence lourd, chargé de l'odeur de la peur et du sang séché, un vide sonore où chaque craquement, chaque murmure extérieur faisait naître la fausse lueur d'un sauvetage qui ne viendrait jamais. Le suspense s'intensifiait à chaque fois qu'un étranger au cercle des 4 ravisseurs principaux entrait dans la maison. Plus d'une centaine de personnes, principalement d'autres jeunes affiliés au gang, auraient été au courant de la présence de Junko. Imaginez une scène où l'un d'eux, plus jeune, plus impressionnable, est autorisé à jeter un œil dans la pièce. La porte s'entr'ouvre, révélant une silhouette recroquevillée dans un coin sombre. Le dialogue est minimal, chargé de menaces voilées de la part de Miyano. « C'est juste une fille qui nous devait de l'argent », marmonne-t-il, son regard défiant le visiteur de poser une autre question. Le silence du nouveau venu, son regard qui passe de la curiosité à la peur puis à la soumission, est assourdissant. Chaque visiteur était une chance, une bouée de sauvetage potentielle qui s'éloignait, laissant Junko un peu plus seul. Le secret n'était pas hermétique, il était poreux, mais la peur était un ciment bien plus efficace que les murs de la maison. Les appels téléphoniques à ses parents étaient des exercices de cruauté pure, conçus pour maintenir l'illusion qu'elle était une fugueuse. La tension de ces moments était presque insoutenable. On peut visualiser le téléphone filaire de l'époque, son récepteur froid pressé contre l'oreille de Junko, un pistolet métaphorique contre sa tempe. Sa voix, telle qu'elle est transmise par le fil, est un monotone sans vie, un écho de la personne qu'elle était. « Oui, maman. Je vais bien. Non, ne t'inquiète pas. » Pendant ce temps, ses yeux, grands ouverts, fixent ses ravisseurs, transmettant une terreur muette que sa mère ne peut deviner. À l'autre bout de la ligne, la voix angoissée de sa mère, posant des questions auxquelles Junko ne peut pas répondre honnêtement. Chaque pause, chaque hésitation est un cri à l'aide silencieux, un abîme de non-dits qui sépare une mère de sa fille. C'est le suspense de ce qui ne peut être dit, la torture de l'espoir entretenue par un mensonge forcé. Le principal moteur de la tension était le caractère imprévisible et volcanique de Hiroshi Miyano. Il était le maître du chaos, et sa simple présence suffisait à électriser l'air de la pièce. Il n'y avait aucune logique dans ses accès de violence. Sa fureur pouvait être déclenchée par la plus petite contrariété, une remarque anodine ou une défaite dans un jeu. Pour Junko, cela signifiait une vigilance de tous les instants, une absence totale de répit. Il n'y avait pas de moment sûr. Le suspense ne résidait pas dans la question de savoir si la violence allait éclater, mais quand et sous quelle forme. Les autres garçons orbitaient autour de sa colère, tantôt la craignant, tantôt s'en nourrissant. Cette instabilité constante créait une atmosphère de terreur psychologique où le pire était toujours à venir, transformant chaque minute passée en sa présence en une attente angoissante de la prochaine explosion. Peut-être le point de tension le plus poignant est-il celui de l'échec institutionnel, la quasi-collision entre le crime et la justice. Après que les parents de Junko eurent signalé sa disparition, une enquête a été ouverte. On peut imaginer une voiture de police passant lentement dans la rue des Minato. Ses gyrophares éteints,
balayant silencieusement les façades des maisons. À l'intérieur du véhicule, 2 agents discutent de l'affaire, la classant mentalement comme une fugue d'adolescente typique, rassurée par l'appel téléphonique qu'elle avait passé. Ils sont si proches. À quelques mètres de là, derrière une de ces fenêtres, une vie est en train d'être détruite. Cette ironie dramatique est source d'une immense tension pour le spectateur, qui détient la connaissance que les personnages à l'écran n'ont pas. Chaque occasion manquée, chaque indice ignoré, chaque procédure suivie paresseusement devient une brique de plus dans le mur de l'indifférence qui a scellé le destin de Junko. La psychologie derrière la cruauté infligée à Junko Furuta est une exploration terrifiante de la dynamique de groupe. Seuls ces adolescents auraient-ils pu commettre de tels actes? Probablement pas, mais ensemble, sous le leadership toxique de Hiroshi Miyano, ils ont formé une micro-société régie par la violence. Ce phénomène, connu sous le nom de déindividuation, a permis à chacun de dissoudre son sens de la responsabilité personnelle dans le collectif. La cruauté n'était plus une action individuelle, mais une performance pour le groupe, chaque acte de torture devant surpasser le précédent pour maintenir sa place dans la hiérarchie. Le secret partagé de leurs crimes les a soudés dans une fraternité macabre, où toute tentative de retrait ou de compassion aurait été perçue comme une trahison. La violence n'était plus seulement dirigée contre Junko, elle était le ciment qui maintenait leur groupe fragile et pathologique. Un cycle auto-entretenu où l'escalade était la seule voie possible. Pour maintenir un tel niveau de brutalité pendant 44 jours, les ravisseurs ont dû employer un mécanisme de défense psychologique fondamental, la déshumanisation. Junko Furuta, la lycéenne souriante et pleine de rêves, a dû être effacée. À sa place, ils ont créé un objet. Ils l'ont privé de son nom, de sa dignité, de son humanité, la réduisant à un simple réceptacle pour leur rage et leur frustration. Chaque coup, chaque viol, chaque humiliation était une étape de plus dans ce processus. En la considérant comme inférieure à l'homme, ils anesthésiaient leur propre conscience, court-circuitant toute étincelle d'empathie qui aurait pu subsister. Cette objectivation n'était pas un simple sous-produit de leur cruauté, mais sa condition sine qua non. C'est une leçon effrayante sur la facilité avec laquelle l'esprit humain peut reclassifier un autre être pour justifier l'injustifiable, transformant une victime en une chose pour permettre au bourreau de vivre avec lui-même. La faillite la plus intime et la plus choquante est celle de l'unité familiale. La maison des Minato, qui aurait dû être un sanctuaire, est devenue une scène de crime toléré. La passivité des parents de Shinji n'était pas seulement due à la peur, elle était symptomatique d'un malaise social plus large. Dans une société japonaise où l'harmonie de surface, tatemae, est primordiale, la confrontation directe, surtout avec son propre enfant, est souvent évitée à tout prix. La peur de la honte, du déshonneur et de perdre la face a paralysé leur jugement moral. Ils sont devenus des étrangers dans leur propre maison, gouvernés par la tyrannie de leur fils. Cet effondrement de l'autorité parentale révèle une fracture profonde, où les liens familiaux se désintègrent face à la délinquance juvénile, laissant un vide moral que la violence s'est empressée de combler. Leur silence est le symbole tragique d'une institution sociale fondamentale qui a échoué dans son devoir le plus sacré. Le crime ne peut être dissocié du contexte social du Japon de la fin des années 1980. En pleine bulle économique, le pays célébrait une prospérité sans précédent, mais cette réussite masquait une face plus sombre. Pour des jeunes comme Miyano et ses complices, exclus du système scolaire et du marché du travail ultra compétitif, le rêve japonais était inaccessible. La sous-culture des Chinpira, ces petits délinquants aspirant à l'esthétique des yakuzas, leur offrait une alternative séduisante. Elle fournissait un uniforme, un code de conduite perverti, et surtout, un sentiment de pouvoir et d'identité. Cette affiliation, même superficielle, était une rébellion contre une société qui les avait jugés et rejetés. Leur violence n'était pas seulement un acte criminel, c'était une déclaration nihiliste, une tentative désespérée et brutale d'exister et d'exercer un contrôle dans un monde où ils se sentaient totalement impuissants. Au-delà de la famille et des gangs, c'est toute une société qui a montré des signes d'apathie. Le calvaire de Junko a duré 44 jours dans une banlieue densément peuplée de Tokyo. Il est difficile de croire que personne n'ait rien entendu, rien soupçonné.
Le cas expose une tendance culturelle, souvent résumée par l'expression « ne pas vouloir causer de problème », meiwaku au kakenai, qui peut se transformer en une indifférence collective. La disparition d'une adolescente a été traitée avec une lenteur bureaucratique, initialement classée sans grande urgence. Cette tragédie est le miroir d'une société qui, parfois, privilégie l'ordre et la discrétion à la vigilance et à l'intervention. La porte fermée de la maison des Minato devient alors une métaphore puissante, celle d'une société qui, trop souvent, choisit de ne pas regarder ce qui se passe derrière les portes closes, permettant à l'obscurité de prospérer dans les interstices de l'indifférence publique. Le point culminant de l'affaire ne se déroule pas dans une ruelle sombre, mais dans la lumière crue d'une salle d'interrogatoire. Hiroshi Miyano, plein d'une arrogance juvénile, croit jouer un coup d'avance sur la police. Persuadé que son complice a déjà parlé, il décide de coopérer en avouant un crime que personne ne soupçonnait. Pour l'autre fille, celle dans le béton, Ogura a tout dit, n'est-ce pas? L'atmosphère dans la pièce se fige instantanément. Le silence qui s'ensuit est plus lourd que n'importe quel cri. Les visages des enquêteurs passent de l'assurance professionnelle à une horreur stupéfaite. La scène bascule alors vers un terrain vague de koto, balayé par un vent glacial. Le bruit des marteaux contre le fût métallique est sec, brutal, lorsque le ciment se fissure enfin, révélant l'inimaginable, l'horreur privée confinée pendant 44 jours éclate au grand jour, devenant une cicatrice indélébile dans la conscience nationale du Japon. C'est le début de la fin, la révélation qui transformera un fait divers en un traumatisme collectif. Le procès qui a suivi fut bien plus qu'une procédure judiciaire. Ce fut une autopsie publique de la cruauté. La salle d'audience est devenue l'épicentre d'un séisme émotionnel national. Chaque jour apportait son lot de révélations, chacune plus insoutenable que la précédente, détaillant méthodiquement les 44 jours de supplice. La nation, suspendue au compte-rendu des journalistes, a découvert avec effroi la profondeur de la dépravation dont des adolescents étaient capables. Une vague de dégoût et de fureur a submergé le pays. Cette colère a été exacerbée par le statut juridique des accusés. En tant que mineurs, la loi japonaise protégeait leur identité, leur garantissant l'anonymat. Pour un public horrifié, ce bouclier légal semblait être une insulte à la mémoire de Junko, une injustice flagrante qui opposait la protection des bourreaux à la souffrance infinie de leurs victimes, créant un dilemme moral et social qui a profondément divisé l'opinion. Le verdict, lorsqu'il est tombé en juillet 1990, a été perçu comme une seconde agression. Hiroshi Miyano, le leader, a écopé de la peine la plus lourde, seulement 20 ans de prison. Les autres ont reçu des peines encore plus courtes. Pour une grande partie de la population japonaise, ces sentences étaient une trahison, une preuve que le système judiciaire était incapable de mesurer l'ampleur du crime. C'est dans ce climat d'indignation qu'un magazine hebdomadaire, le Shukan Bunshun, a pris une décision sans précédent. Défiant ouvertement la loi sur la protection de la jeunesse, il a publié les noms et les photographies des 4 condamnés. Cet acte de désobéissance journalistique a provoqué une onde de choc, déclenchant un débat national féroce sur la justice, la rédemption et le droit du public à savoir. Le magazine a fait valoir que de tels monstres n'avaient pas droit à l'anonymat, transformant le procès des tortionnaires en un procès du système lui-même. Les conséquences du crime se sont étendues bien au-delà des murs de la prison, dévastant les familles impliquées. Pour les parents de Junko, la fin du procès n'a apporté aucun soulagement, seulement la confirmation d'une peine à perpétuité. La leur, vivre sans leur fille, leur deuil silencieux et leur dignité, face à l'horreur, ont forcé le respect de toute une nation. De l'autre côté, les familles des agresseurs ont également vu leurs vies anéanties. Rejetées par la société, marquées au fer rouge de la honte, elles ont dû vivre avec le fardeau des actes de leur fils. La maison de la famille Minato, en particulier, est devenue un lieu de sinistre mémoire, un monument à l'horreur qu'elle avait abrité, finalement vendu et démoli pour tenter d'effacer sa tache sur le quartier. La tragédie a laissé derrière elle non pas une, mais plusieurs familles brisées, un champ de ruines émotionnelles témoignant de l'impact destructeur et tentaculaire d'un seul acte de mal. Le dénouement final de cette histoire est peut-être le plus troublant. Le temps a passé, les peines ont été purgées.
Aujourd'hui, les 4 principaux auteurs du meurtre de Junko Furuta sont des hommes libres. Hiroshi Miyano, Shinji Minato, Yasushi Watanabe et Joe Ogura, qui a changé son nom en Joe Kamisaku, ont tous été libérés après avoir purgé leur peine. Cette libération n'a pas offert de conclusion apaisante. Au contraire, elle a laissé un sentiment d'inachevé et d'insécurité, d'autant plus que certains d'entre eux, notamment Joe Kamisaku, ont été de nouveau arrêtés et condamnés pour d'autres actes de violence des années plus tard. L'histoire ne se termine donc pas par une rédemption ou une justice finale. Elle se termine par la connaissance inquiétante que les hommes responsables de l'un des crimes les plus brutaux de l'histoire moderne sont de retour dans la société, laissant le public avec une question angoissante et sans réponse. La justice a-t-elle vraiment été rendue? L'affaire Junko Furuta est un sombre rappel de la capacité humaine pour le mal, surtout lorsque l'apathie sociale et la défaillance institutionnelle permettent à l'obscurité de prospérer. Plus qu'un simple récit d'un crime odieux, c'est un appel à la réflexion sur notre responsabilité collective dans la protection des plus vulnérables et sur les racines de la violence juvénile dans une société qui, trop souvent, préfère ne pas voir ce qui se passe derrière des portes closes. L'histoire de Junko n'est pas seulement celle d'une mort, mais celle des innombrables occasions manquées de la sauver. Un écho qui résonne encore aujourd'hui. Elle nous oblige à nous interroger: combien de murmures ignorons-nous? Combien de regards détournons-nous? Le souvenir de Junko ne doit pas seulement susciter l'horreur, mais aussi et surtout nous inciter à être plus vigilants, plus courageux et plus humains, pour que le silence assourdissant qui a permis son calvaire ne se répète jamais.